Et du coup, si on veut partir sur un use case, un exemple concret, ben en fait, c'est très simple. Je veux acheter un bien. Je vais déjà commencer par me poser la bonne question, c'est quoi le statut? Je l'achète à titre particulier personnel ou bien à travers une entreprise. On va commencer par le plus simple, c'est immédiat, on va dire, et systématique, c'est à titre personnel. Maintenant, le problème de à titre personnel, c'est que, premièrement, si c'est du LMNP, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas dépasser un certain plafond de revenus, ou alors on sera qualifié comme un marchand de biens. Marchand de biens, ça veut dire une entreprise, fiscalité qui n'est pas forcément intéressante, donc on rentre dans une complication. Donc déjà, il faut se poser la question. Bien sûr, si on n'a aucun bien, la question ne se pose même pas. Si on a des biens, il faut bien voir si c'est comment on va faire. Ou alors, si on a déjà de LMNP, il faut peut-être partir sur le non meublé. Le plafond à ne pas dépasser, c'est le max entre, je crois, il faut vérifier 21 000, 24 000, 23 000 par an de revenus. Ou alors, il ne faut pas que ces revenus dépassent la moitié des revenus non immobiliers. C'est-à-dire, supposons que moi j'ai des revenus de 100 000 euros par an, non immobiliers, conseil, je sais pas, commerce, je sais quoi. J'ai le droit d'aller jusqu'à 50 000 de revenus LMNP. C'est quand même rare comme situation, mais bon voilà, c'est la condition. Donc, soit je vais investir à titre personnel, mais le problème c'est cette histoire de plafonnement si je veux faire du LMNP, mais il y a aussi un autre problème, c'est que je vais acheter avec mon argent, c'est-à-dire mon argent après impôt. Si je suis chef d'entreprise, j'aurais payé l'IS et payé la flat tax ou bien l'IR. En gros, j'ai payé un peu, genre 50% de ce que j'ai gagné pour se retrouver avec l'IR, avec mes revenus nets. Et là, je vais aller investir. C'est pas forcément optimal. C'est optimal au début, mais certainement pas au bout d'un certain nombre d'opérations. Ou alors, on va passer par une entreprise qui est sa propre entreprise. Et dans ce cas-là, ça va être généralement c'est la SCI. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il y a les SCI IR, les SCI IS. C'est tellement à la mode que les gens font tout et n'importe quoi alors qu'il y a des lois. Et vu que c'est un concept qui est assez nouveau, il y a des gens qui font du n'importe quoi, vu qu'ils n'ont pas encore été contrôlés, ils pensent qu'il n'y a aucun risque. Mais si vous avez un bon comptable, il va vous attirer votre attention sur le fait qu'il y ait des risques. Donc il faut bien réfléchir bien, il faut bien regarder la loi et ne pas faire n'importe quoi. Donc, on va rester sur le cas le plus simple, à savoir on l'achète avec son propre argent à titre particulier, à titre personnel. Donc, une fois qu'on a répondu à la question du statut, il faut commencer à chercher. Chercher, soit c'est l'offline. Donc, si vous connaissez des artisans, vous les appelez. Surtout les artisans qui font la rénovation ou bien qui font les petits bricoles. Ceux qui font les petits bricoles, vous allez être étonné par l'ampleur de leur réseau. Parce qu'il va rentrer dans un appartement juste pour intervenir au niveau d'une fuite, ou bien pour fixer un cadre, oui, parce que ça existe, ou bien pour une peinture, ceci, cela. Il aura des clients qui lui font appel tout le temps, surtout s'il tombe sur des clients, il tchatche avec eux, il va apprendre qu'ils vont déménager, ou bien il a un certain âge, il va partir en EHPAD, des trucs comme ça. Et donc, s'il a l'information que toi tu cherches, si tu es de bonnes relations avec lui, mais aussi parce qu'il y aura une commission, il faut jamais oublier, c'est bien d'avoir des potes, mais le pote dans ce genre d'affaires, si tu fais pas comprendre qu'il y a aussi des affaires, il va t'oublier. C'est tout à fait normal, c'est un travail, tout travail se récompense. Donc, le réseau des artisans, c'est très important. Le réseau des amis, des potes, etc., bah, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. Les agents, alors les agents, soit vous les avez connus parce que dans une vie antérieure, vous avez fait des opérations, vous avez gardé contact, ou alors parce que vous êtes à la recherche, et dans ce cas-là, vous créez le lien, c'est-à-dire tu sympathises avec lui, tu lui expliques que si jamais il te trouve, ok, moi je ne suis pas intéressé par cette affaire-là pour je ne sais quelle raison, mais si tu me trouves d'autres affaires, pense à moi. C'est-à-dire, au début, tu l'as contacté parce que tu as vu l'affaire online sur le bon coin, mais après, tu gardes contact. Tous les agents, ils ont une liste, une shortlist. Quand ils ont une affaire, ils vont contacter d'abord la shortlist, s'ils pensent que ce sont des gens sérieux, et s'il n'y a aucun preneur, c'est là où ils vont mettre sur le bon coin. Ça arrange tout le monde. Donc, les agents, c'est très important. Et puis, bien sûr, même si je me répète, les avocats, les notaires, c'est très bien parce qu'en cas de divorce, en cas d'héritage, ils sont les premiers qui le savent. Et donc, ils ont leurs potes, peut-être dont vous faites partie, ils vont vous contacter. Si on met de côté l'offline et donc on arrive sur l'online, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Donc, l'online,
Le Bon Coin, mais pas que. Après, ça va dépendre. Par exemple, il y a PAP si tu cherches chez le particulier, même si c'est pas forcément une bonne idée. Seloger.com, Le Bon Coin, bien sûr. euh, IMO, machin, je ne me rappelle plus. Et puis, il y a des choses qui arrivent. De toute façon, il faut chercher sur Internet le moment venu parce qu'il y a toujours de nouveaux arrivants. Il y a même des agences en ligne qui coûtent pas du tout cher parce que les agences, c'est 10% généralement. Enfin, ça dépend. Mais bon, c'est pas négligeable. Mais il y a des agences, néo-agences, qui vont coûter trois fois rien. Donc, il faut tout le temps rester assez updated par rapport aux nouvelles offres. Euh, on va chercher en ligne, bien sûr. Une fois qu'on va trouver, il faut être très réactif parce que si on est sur une... Safety, c'est une agence en ligne. Je ne sais pas si tu connais cette agence. Safety. Pardon? Safety. Oui, je connais, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont encore plus C'est une agressifs. agence en ligne et leur commission, c'est entre 3 et 4%. Mhm. De toute façon, c'est négociable. Tu peux négocier avec eux. Oui, de toute façon, tu peux négocier parce que la dernière fois, je crois, on en a parlé. À un moment donné, si tu peux négocier le prix, mais si ça marche pas, tu peux aussi négocier avec l'agent, même s'il n'aime pas trop. Mais si lui, à un moment Exactement. donné, Tu peux préfère, négocier avec oui, l'agent et j'ai un contact. Je peux te communiquer je peux partager avec toi le contact. oui, merci. Alors, du coup, je disais, donc, on cherche en ligne. Une fois qu'on trouve, si on est dans une ville qui est un peu sous tension, il vaut mieux être très réactif parce qu'il y a des annonces qui sont la journée même, c'est parti. Donc, cherchez, 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 mettre en concurrence. Vous êtes mis en concurrence, mais vous pouvez aussi mettre en concurrence, partir pour faire la visite. Alors déjà, bien sûr, parce qu'on ne peut pas visiter tous les biens, il faut avoir l'œil et l'expérience pour savoir qu'est-ce qui rentre dans le budget, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui pourrait le faire ou pas. Donc, il faut voir la localisation géographique, bien sûr, le prix, est-ce qu'il y a des travaux ou pas. Parfois, on va, même si c'est rare, si l'héritage, etc., on peut regarder juste les photos pour voir si on peut faire des modifications à valeur ajoutée. Genre, je peux créer ici un espace, je peux faire ceci, cela, nanana. Une shortlist. Après, on contacte. Après, on prend des rendez-vous. Après, on fait des visites. Quand on fait des visites, si c'est un particulier, il faut faire attention parce que le particulier est en train de vous vendre, mais derrière, il vous vend le bien, mais peut-être une partie de son passé. Il y a un particulier, si vous avez le feeling avec lui, il va vous préférer par rapport à l'autre. Alors, sur le papier, si vous faites une offre au prix, il est obligé de l'accepter et il ne peut pas la refuser, surtout si vous êtes le premier à faire la demande, à faire l'offre au prix. Maintenant, dans la pratique, s'il n'a pas envie de vous vendre, il trouvera le moyen de vous mettre les bâtons dans les roues. Ça, il faut vraiment le comprendre. Autre chose, il n'a pas le droit de faire les enchères, c'est-à-dire s'il a mis un prix, il est obligé de vendre à ce prix, théoriquement. Dans la pratique, il y aura toujours moyen de contourner. J'essaie juste de dire que le particulier, il faut faire attention, parce que vous êtes en train d'acheter son bien, mais aussi quelque chose qui lui appartient. Donc si vous vous mettez à critiquer ouvertement parce que vous voulez négocier le prix, ok, vous allez critiquer, ok, vous allez négocier, mais si vous cassez la relation, généralement, généralement vous pouvez pas rétro-pédaler. Donc, si c'est un agent, c'est différent de si c'est un particulier. Un agent, vous pouvez quasiment dire tout ce que vous voulez. Il s'en fout, il est là pour faire un travail professionnel. Et si vous arrivez à vous rallier avec l'agent sera celui qui vous représentera auprès du particulier. Et justement, il fera l'interface. Donc, il va bien choisir les mots. Et au pire cas, même s'il dit quelque chose de déplacé, c'est pas grave. C'est pas vous qui l'avez dit. Vous pouvez toujours revenir, le réenvoyer. Il peut toujours se débrouiller. Par contre, le particulier, il faut vraiment faire très attention. Maintenant, sur les deux, on est censé montrer son intérêt, surtout si c'est un particulier, parce que c'est vraiment, c'est très, il y a trop de sensations là-dedans. Mais en même temps, on va commencer un peu à expliquer de manière logique pourquoi vous pensez qu'il faut revoir le prix. Par exemple, on a besoin de faire les travaux là, là pour X raisons. Par exemple, au niveau des escaliers, on voit que c'est pas très frais, on aura besoin de faire des travaux par la suite. Des choses comme ça. Ceci, ah, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de faire cela. Le parquet, il est à refaire. Donc, on essaie un peu de faire dégager des choses qui sont logiques, qui sont réelles, c'est très important, sans trop le foncer pour l'amener vers notre prix. Maintenant, il faut bien ne pas se faire se leurrer parce que vous n'allez pas passer de 500 000 euros à 400 000 euros, ça c'est sûr et certain. Si vous grattez 10 000 euros, c'est déjà très bien, 20 000 euros, vous êtes les meilleurs, à moins que le prix soit lui-même un peu gonflé. Il y a autre chose à côté de ça. L'annonce, vous avez le moyen de la tracer à travers des sites comme Castor. Et encore une fois, il faut chaque fois revoir parce que ça change tout le temps. Avec Castor, vous pouvez voir surtout pour le Bon Coin les variations du prix de l'annonce.
Et donc forcément, si vous voyez que cette annonce, elle était, parce que ça, personne ne vous le dira, ça c'est normal. Elle était à 500 000, vous voyez qu'elle est descendue à 490, puis à 480, puis maintenant à 470, ça veut dire qu'éventuellement, le vendeur, il est pressé, et peut-être il va faire un effort, ou alors il peut plus faire plus d'efforts. Mais c'est une information qui est très importante de partir avec. Sur le site des impôts, et ça reste la meilleure référence, vous pouvez voir dans le quartier l'historique des biens similaires qui ont été vendus. Et là, ça vous donne une idée sur la fair value du bien. Comme ça, si c'est exagéré, ah oui, mais votre voisin, pour le même appartement, il a vendu 30 000 de mois. Et voilà, vous avez un argument. Et puis, il y a bien sûr tous les sites où vous pouvez faire des estimations par mètre carré, même si ça ne veut rien dire, parce que vous comparez les mètres carrés, mais vous ne comparez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça vous permet d'avoir un prix déjà, de savoir si c'est exagéré ou pas. Et quand vous partez, vous faites la visite, vous essayez d'avoir une bonne relation, vous allez négocier par la suite. Et selon la situation, vous aurez gain de cause ou pas. Idéalement, ce qu'il faut faire, il ne faut jamais être sur une affaire, mais trois affaires. Et donc, comme ça, vous avez trois affaires qui sont déjà shortlistées et vous allez éliminer jusqu'à ce que vous preniez la meilleure affaire. Et après, vous faites votre achat. Et puis voilà. Des questions déjà là-dessus ou bien on avance? Non, c'est bon, c'est clair pour moi. Oui, bah du coup, une fois que vous avez la bonne affaire, que vous avez négocié, sachant que dans la négociation, par exemple, l'un des critères, ça va être votre situation. Déjà, si vous payez cash, c'est pas la même chose que si vous payez avec crédit, parce que crédit, c'est des mois de procédure avec la possibilité de rejet. En plus, si vous tombez sur un bien dont il y a eu deux, trois acheteurs qui ont été rejetés. Ça veut dire que le vendeur, il voulait le vendre l'année dernière. Il a cru le premier qui s'est fait rejeter, le deuxième, le troisième. Aujourd'hui, il en a marre. Vous arrivez avec du cash, vous lui dites 20 000 euros de moins et vous dit allez-y. Ou alors, vous allez prendre un crédit, mais lui, il pense que vous avez un meilleur dossier qu'un autre, il va vous privilégier. Donc, c'est très important, cette fiabilité de dossier. Donc, vous avez négocié, vous êtes mis d'accord sur un prix, vous allez partir à la case, vous faites une promesse de vente, donc vous passez devant la case du, du notaire. Normalement, une fois que vous signez, lui n'a pas le droit de désister. euh, et vous, enfin, c'est le contraire. Non, lui n'a pas le droit de désister. Le vendeur, il n'a pas le droit de désister, mais par contre, l'acheteur, il a le droit de désister après un mois de la signature du compromis de vente. Ou Je bien crois que 15 c'est que 10 jours, c'est un truc une de 10 semaine. jours. C'est une affaire de Hmm, 10 jours. Et, d'accord. non, je ne me rappelle plus parce que j'ai jamais eu besoin, Je ne jamais eu suis pas besoin. sûr, oui. Oui, oui. Jamais eu besoin. Mais il y a quelque chose à vérifier là-dessus, sachant que même quand on fait la vente, il y a même la mairie qui a un droit pour récupérer le bien. C'est pour ça que si jamais c'est vendu à un prix très bas, parfois c'est la mairie qui va récupérer, c'est très rare. Mais bon, voilà, c'est une possibilité. Maintenant, ce qui se fait, c'est que de toute façon, l'acheteur, il est obligé d'acheter. Et s'il se retire, parce que généralement, il aura avancé 5%, 10% du montant, ça fait partie des conditions. Mais si jamais il n'est pas convaincu, il peut trouver le moyen pour faire capoter la demande de crédit si c'est un crédit. Et voilà, parce que si c'est la banque qui refuse, il y a aucun problème. Donc, une fois qu'on a le crédit, on va acheter. Une fois qu'on a acheté, ben voilà, on a acheté. Soit il faut faire les travaux, soit il faut rien. Maintenant, si on fait le crédit, il y a des petits points d'attention. C'est que, par exemple, déjà, il faut trouver la bonne banque qui va vous donner le crédit avec le bon taux. Moi, je recommande de passer par un broker, même si parfois ça coûte de l'argent, mais au moins il vous fait du bon travail. Donc le broker, il va aller faire des éliminations, on va vous choisir la meilleure banque. Aujourd'hui, généralement, le taux, ça peut aller jusqu'à 0,8%. Ça varie, parfois ça monte, ça descend, ça dépend de la qualité du Hors dossier. assurance ou bien avec assurance? Ça, 0,8. c'est que le crédit. Mais justement, c'est bien de parler de l'assurance parce qu'il y a aussi Hmm. l'assurance, c'est autour de 20%, enfin 2%, enfin non, 0,2%. Et maintenant, justement, c'est là où il y a le piège. Parfois, on arrive à obtenir un beau taux de crédit, mais la banque massacre au niveau de l'assurance. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher ailleurs l'assurance, voire même à accepter et puis renégocier l'assurance par la suite. Généralement, si vous êtes à 1%, c'est très bien. Et faut-il rappeler que le 1%, ça ne veut pas dire 1% du montant, c'est les intérêts composés. Donc pour un achat, pour un crédit de 450 000, pour 1%, facilement vous vous retrouvez avec du 80 000 au total sur les 20 ans, 80 000 d'intérêts. C'est quand même un gros montant.
Donc c'est Ouais, pour ouais. ça que moi, personnellement, je préfère ne pas trop m'y mettre dans la mesure du possible. Voilà, ça, c'est une autre histoire. Donc, bien négocier le crédit. Et quand on négocie les crédits, ce serait bien, surtout si on a des travaux, parce que euh, c'est bien, il faut faire attention à deux choses. Négocier le démarrage de remboursement du crédit ultérieur, surtout si vous avez des travaux encore une fois. Donc, au lieu de payer, commencer à payer le jour même, vous payez après 3 mois ou 6 mois. Surtout si c'est un bien où vous allez habiter vous-même, donc il faut meubler, il faut peut-être faire la peinture, etc. Vous aurez déjà beaucoup de charges au démarrage, donc ça fait un peu. Alors, quand on dit un report de paiement, c'est par rapport au capital, pas aux intérêts, parce que les intérêts, il va falloir les payer from day one. Ça, rassurez-vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Et l'autre chose Après qui est ça, vraie, ça se négocie aussi à certaines banques. Après, en fonction de la relation que vous avez avec votre banquier, je sais le plus comment il quoi? s'appelle ça, un différé de paiement. Donc, ça peut être soit total ou partiel. Dans le cas où c'est partiel, donc c'est ça dans la majorité des cas, tu n'amortis pas le capital, mais tu paies les intérêts. Parfois, ils acceptent quand même d'avoir un amortissement, un différé total, donc et tu Ah, je paies n'étais pas rien au dire. courant. Je savais pas. Je Mais savais ça, pas. c'est Et en c'est fonction vrai. de ta relation avec ta banque, hein. Tu dois avoir Oui. N produits à côté pour qu'ils acceptent de te faire une telle faveur. Bah, c'est vrai que ce genre d'information, c'est à l'acheteur de mettre la pression sur la banque. Parce que moi, par exemple, je ne savais pas. Et c'est pas lui qui allait me le dire. Donc, je l'apprends. Ouais, et tout à fait. Effectivement. L'autre chose, c'est que c'est par rapport à l'assurance. Aujourd'hui, je pense que les banques, ils sont obligés en fait, avant, ce qu'ils faisaient, c'est ils te mettaient un taux alléchant dans le contrat, comme ça, ah, c'est 1%. Et derrière, pour ne pas dire un gros mot, ils te massacrent un peu avec l'assurance. Mais maintenant, je pense qu'il y a une loi en fait, qui oblige les banques de tout rentrer dans ce qui s'appelle le TAEG, le taux annuel effectif global. Donc, même l'assurance, tous les frais de dossier, tous les frais, ils le rentrent dans le TAEG et c'est le TAEG qui fait foi. Quand ils te donnent le taux, c'est le taux qui inclut tout. Comme ça, il n'y a pas de frais cachés. Je pense aujourd'hui, D'accord. ils sont obligés de le faire. Donc, il n'y a pas. C'est plus Moi, mon dernier transparent pour le achat, consommateur. de toute façon, comment on se faisait accompagner par le broker, enfin par, Le bah oui, le courtier. broker, le courtier. Donc c'est lui qui nous a conseillé là-dessus et c'est lui qui nous a conseillé de mettre en concurrence et on a pris une autre assurance que peut-être on va devoir aussi changer. Mais de toute façon, le point le plus important là-dedans, c'est de négocier la possibilité de remboursement de crédit gratuitement. C'est très fort, c'est très fort. Oui, Parce que quand on c'est très voit, fort. oui, ça c'est très fort. Et si vous le dites pas, si vous le demandez vous-même, pas, vous l'aurez jamais. Donc, Mais à part ça, oui. ouais, ça, c'est un bon point, M. En fait, même si tu le négocies pas, théoriquement, tu peux l'avoir. Parce qu'en fait, dans la loi, si je me rappelle bien, euh, en fait, si tu as un rachat de prêt par une banque concurrente, donc ça, de toute façon, ça sera payé. Si tu as un crédit chez Crédit Mutuel, tu fais racheter ton crédit par BNP. BNP, elle va payer la pénalité de remboursement anticipé pour acheter ton crédit. Donc, c'est à hauteur de, je pense, de 6 mois d'intérêt maximum. Mais en fait, si toi, en tant que particulier, tu rachètes en crédit, tu peux justifier. Tu peux justifier, même si tu n'as pas négocié à l'avance, par. En fait, c'est ça. Généralement, les gens qui n'ont pas négocié à l'avance, ils arrivent toujours à ne pas payer les pénalités. Tu peux simplement dire que voilà, j'ai une opportunité professionnelle ailleurs, donc je vends mon appartement pour en acheter un autre dans une autre ville, dans un autre pays, et ça passe. Il faut juste en fait montrer à ton banquier que voilà, t'es au courant de tes droits, que tu sais que c'est pas normal de payer des pénalités du moment que c'est pas un rachat par un confrère. Ok. Mais ça, Il y en a faut des savoir. banques qui Faut proposent le savoir. rachat gratuitement et on a des banques qui obligent le client à payer des frais de Mais en plus. fait, de toute façon, Par en fait, toi, exemple, Boursorama, tu payes, si je me rappelle bien, 1% sur le montant. Chez la Société Générale, c'est gratuitement. Et tu peux racheter le crédit partiellement ou bien la totalité du crédit. Ou bien, oui, Bah, en c'est fait, ça. c'est ça le problème parce que généralement, le remboursement de crédit, ça va être partiel. C'est très Oui, il y rare a deux types de de racheter. rachats. L'idée, c'est que tu prends déjà parce que tu n'as pas l'argent comptant le jour J. Et après, chaque année, sachant qu'il y a une condition généralement, tu ne peux pas rembourser dans une opération moins de 10%, sauf si tu négocies.
c'est Donc, vrai. chaque année, tu paies tes mensualités. Et chaque année, tu vises genre 10%, 10%, 10%. Comme ça, tu réduis le total des intérêts. Et bon, après, voilà, si on peut le faire dès le début, c'est encore mieux. Ouais. Et en Si- parlant des courtiers M, quand tu dis que il y a des frais, moi je pensais que en fait, c'est courtier pour nous, pour les banques, c'est des apporteurs d'affaires. Donc je pensais qu'en fait, ils prennent leurs frais côté banque, pas côté client. Ça, c'est effectivement, c'est ça ce qui se faisait, mais ce qui s'est passé depuis quelques années, bah, tout simplement, c'est l'offre et la demande et c'est la pression du plus fort. Les Ah, banques, ils ont d'accord. commencé à refuser de donner des Ah ouais. commissions. Oui, ils ont Ok. commencé à refuser tout court. Et donc, c'est ce qui fait que les courtiers, ils se servent du côté des particuliers. Maintenant, il y a quand même il y a un petit détail, c'est que, je ne vais pas donner le nom, mais il y a des réseaux de courtiers qui proposent aussi des primes de parrainage, ce qui fait que si on passe par un intermédiaire, si on passe par un ami, je veux dire, qui va faire une forme de cooptation, alors ce qui est bien, c'est que on aura une réduction. Alors là, il faut D'accord. que... Ah, il y a un petit problème. Il y a ma batterie qui va se décharger. Donc, on va continuer à animer tant que M règle son problème. Du coup, il y a une commission, il y a une réduction sur la commission si on se fait Exactement. coopter par un ami qui a déjà fait appel au service du courtier. Donc, Oui, c'est ça. Oui, dans ton cas, Ben, tu pourras nous coopter pour le contact dont tu as parlé tout à l'heure et on se gagne. Avec plaisir. Avec plaisir. oui, ben, moi aussi, le courtier de la dernière opération, c'est genre pour vous donner un ordre de grandeur, on était censé payer 1000 euros pour sa commission, et vu qu'on s'est fait parrainer par des amis, on a payé 800. Donc nous, on a gagné 200, et eux, ils ont gagné euh, 500. un bon de 200 euros. Non, c'était 200 Hmm. euros. Voilà, c'était gagnant-gagnant. Et franchement, on n'a pas regretté parce que derrière, lui, il a fait tout le travail. Surtout, c'était en période de Covid, c'était compliqué les taux, etc., etc. Donc, je pense que c'est quand même très important. Après, le piège, en fait, je pense qu'on sera d'accord que la meilleure façon de faire, c'est de faire appel au service d'un courtier et puis faire ses recherches soi-même et en fin de compte, comparer avec les taux que le courtier te ramène avec les taux que tu as pu récupérer toi-même. Mais C'est ça, comme généralement, il ça. refuse. Ils refusent, généralement ils refusent parce que Qui refuse. ben, par exemple, tu vas commencer à négocier avec la Société Générale et le Voilà, courtier, même lui, il va envoyer ton dossier, il va commencer à négocier avec la Société voilà, Générale sur le exactement. même dossier. Donc, C'est ce que je voulais généralement, ils dire. refusent. C'est ce que je voulais dire. Mais du coup, en fait, est-ce qu'on est obligé de leur dire? Est-ce que si on ne leur dit pas, est-ce qu'on peut se retrouver dans le cas de figure où, comme Ben a dit, eux, ils envoient le dossier à la SG, nous, on fait une démarche auprès de la SG, et le mec de la SG, il va dire au courtier, mais qu'est-ce qui se passe? Votre client, il m'a déjà envoyé son dossier à titre personnel. Donc est-ce qu'on peut se retrouver dans ce cas de figure? Ou bien, Oui. Et le courtier va Oui, pas aimer parce que le courtier il est payé sur résultat. ouais, Donc il va pas aimer parce qu'il est en train de faire un effort pour rien. ou exact. bien Ça on peut sera un lui double demander, positionnement, comme on dit en conseil. Comment? oui, Ça sera un double positionnement. Oui, c'est ça. j'ai pensé à la même chose. C'est un double positionnement. Et donc les achats ils vont te boycotter. Est-ce qu'on peut Exactement. C'est ça. lui demander les banques auxquelles il va s'adresser? Comme ça, on les évite, on s'adresse à d'autres banques. Est-ce qu'on peut Oui, savoir quelles sont les banques avec qui le courtier travaille? bah en fait c'est plutôt l'inverse parce que toi quand tu vas aller le voir, il va te dire OK, donne-moi le nom des banques que tu as déjà contactées pour qu'il évite de les contacter. Il va te demander d'arrêter de travailler. Donc lui il s'occupe du reste. Ou alors, peut-être, il peut revoir tes propres banques. Bon, hein. Mais l'idée, c'est que lui, vu qu'il est payé sur objectif, sur résultat, il n'a aucun intérêt, il n'a pas envie qu'il contacte la Société Générale, qui est une très mauvaise banque, comme ça on ne lui fait pas de la publicité. Il n'a pas envie de la Ouais, contacter, et toi tu la contactes, et tu trouves mieux, et finalement lui, il a fait son travail pour rien, sachant que généralement, lui, il trouvera toujours un meilleur taux que toi, parce que déjà il a une relation privilégiée, il envoie plusieurs dossiers en même temps, voilà, il a un exactement. problème. Et il peut Mais on ne sait mettre quand même jamais. de la pression sur un dossier. Par exemple, s'ils vont refuser un dossier, et si jamais il a trois ou bien quatre dossiers, il va mettre de la pression pour qu'il puisse avoir l'accord pour les quatre dossiers.
Oui, et en plus, parfois, il y a des dossiers qui sont un peu difficiles, genre si tu as une entreprise et tu n'as pas trois fois le bilan, ou bien si tu es Ouais, un indep, ou tu es, je sais pas, tu fais l'intérim, donc c'est pas forcément les meilleurs dossiers, les meilleurs d'un point de vue administratif. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans ce genre de situation. Et c'est pour ça que je dis que, même si c'est 1000 euros, donc c'est de l'argent, mais généralement, c'est plus intéressant. Ça Voilà, en vaut ouais, tout le cas, coup. c'est mon expérience personnelle. tu gagnes derrière pas mal de trucs. Oui, et de toute façon, si jamais il s'agit d'un investissement, eh ben, ça rentre dans les charges. Donc, au moment où tu vas vendre, on n'a peut-être pas parlé, mais quand, oui, peut-être on va en parler. Quand tu vas vendre, c'est comme le notaire, c'est comme les autres charges, c'est déduit de la plus-value. À moins que ce soit Exactement, la c'est ça. résidence principale, là, on s'en fout. Mais bon, voilà. Ok, Oui, très clair. Et donc, ça, c'est pour le c'est clair. crédit. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Chacun a son avis sur le crédit. Comme ça, je ne sais pas pour promouvoir la chose. Il faut faire attention encore une fois pour le taux. Alors le problème des taux, c'est que les taux ils sont bas, mais les prix sont hauts généralement. Et quand les prix sont bas, les taux ils sont hauts. C'est pour ça qu'il y a un cas très exceptionnel. Je connais des gens qui en ont bénéficié, mais c'est un peu la chance. Il y a des gens qui ont acheté, ça fait longtemps. Ils ont acheté avec des prix qui étaient bas, des prix de vente, mais avec des taux qui étaient hauts. Et après, les taux, ils ont baissé. Ils ont renégocié le taux. Et du coup, ils ont gagné le taux qui est bas et le prix qui est bas. Tout le monde qui a fait Ouais, ça, hein. Tout le monde a fait Comment? ça. Il y a tout le monde Oui, qui a fait ça, en fait, quand les taux, soit ils ont renégocié, si la banque a refusé de renégocier, ils se sont fait racheter leur crédit par une autre banque, tout simplement. oui, oui, oui. Mais le c'est problème, c'est ça, Zé. qu'aujourd'hui, les prix sont hauts et généralement, ils vont encore augmenter. La possibilité d'en bénéficier, sans rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, déjà, les taux, ils sont en train un peu de regagner de l'ampleur avec l'inflation et tout ça. D'ailleurs, à propos de l'inflation, l'un des avantages, alors je suis obligé de l'avouer, même si je suis contre, d'avoir un crédit immobilier, parce que tu as un crédit immobilier, le taux ne change pas. Ton argent, par contre, il perd de sa valeur. Mais si tu l'utilises à racheter ton crédit, tu es gagnant, parce que rien n'a changé entre-temps. Ouais. Mais je ne suis pas pour le crédit pour autant. Alors, du coup, on a fait notre achat, on a eu notre bien, on a fait les travaux, on a commencé à payer à payer ce qu'il faut payer dans le crédit, on a commencé à payer la taxe d'habitation. Si on fait partie des 20% les plus riches, malheureusement, on en fait partie. Et si on va y habiter, on va payer. Oui, ça c'est très important parce que dans le calcul de la rentabilité, que ce soit la résidence principale ou pas principale, il ne faut pas oublier les charges de copropriété. Parfois, ça peut être énorme comme pas possible. Si on est mal isolé et si on n'a pas le chauffage collectif, ça va faire très mal l'hiver avec le chauffage électrique. Il faut payer les charges de copropriété, l'assurance, bien sûr, ce qui est normal, la taxe foncière, la taxe d'habitation. Si on habite là où il ne le faut pas, c'est un peu mon cas, la taxe d'habitation, enfin la taxe d'habitation et la taxe foncière, ça peut être très 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 cher. Si en plus on va domicilier une entreprise chez soi, on va payer ces taxes foncières presque deux fois parce que c'est la taxe foncière et la taxe d'entreprise, la CFE. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte parce que je vous donne un exemple qui est simple. On a pris un rez-de-chaussée, on veut le louer pour un cabinet médical. Un cabinet médical, il n'y a pas mieux comme locataire parce que c'est le long terme, ça se passe très bien, il n'y a pas trop de problèmes. Sauf en Covid, ça va attirer des gens qui sont peut-être malades et peut-être les voisins ne sont pas contents. Mais bon, voilà, c'est un petit détail de l'histoire. Mais si le mec qui se rend compte qu'il a un CFE, il y a une différence entre le CFE de Paris qui va être autour de 400 et le CFE de 93 ou 94 qui peut facilement être 1700. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. On est d'accord, c'est pas grand-chose, c'est pas ça le critère premier, mais c'est un critère. Donc, il faut en faire, il faut tenir compte de ça. Bon, voilà. Donc, on a acheté, on s'est installé. Soit c'est la résidence principale. La résidence principale, de toute façon, toutes les dépenses, c'est pour sa gueule. Si c'est un investissement, si on est en réel, donc ce sont des charges qu'il faut retirer. Sachant, ça c'est un point qui est important, il ne faut pas l'oublier. Souvent on dit, bah, en fait, toutes les charges, je vais les déduire. Non, c'est pas vrai. Parce que les charges qu'on peut déduire, c'est tout ce qui est crédit, tout ce qui est intérêt, tout ce qui est assurance, tout ce qui est travaux, mais pas tous les travaux. Les travaux d'embellissement, non. Les travaux de fond, oui. C'est un détail qui est très important. Tout ce qui est comptable, d'ailleurs, là c'est tout un débat. Est-ce qu'il faut faire la comptabilité soi-même? C'est pas très compliqué, mais est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on veut se prendre la tête? Ou bien on va prendre un comptable avec un centre de gestion derrière. Alors, centre de gestion, c'est bien, c'est des frais supplémentaires, mais c'est une forme de protection parce qu'ils font l'audit derrière. Et donc, généralement,
le fisc, il va aller attaquer, va aller contrôler quelqu'un qui n'a pas ce centre, plutôt que quelqu'un qui a ce centre, parce que le centre, c'est un peu comme du fisc privé. Il va faire le travail du fisc, donc ça rassure le fisc. Mais encore une fois, il faut voir dans le cadre de l'étude de rentabilité si ça vaut la peine ou pas. Donc, tout ça ce sont des charges qu'il faut prendre en compte avec une étude de rentabilité. Généralement, si vous avez pris un crédit avec toutes les charges, il faut faire un calcul de telle sorte que le loyer dépasse de 30% l'ensemble des charges. Sachant qu'on a, avec un peu de malchance, on a un loyer qui est plafonné. Donc vraiment, il faut faire très attention son calcul. Paris, généralement, aujourd'hui, c'est devenu 3%, 4% de rentabilité. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Quand tu as les SCI, enfin les SCPI, quand tu as le crowdfunding, quand tu as la bourse, même si la bourse, ça fait très mal au cœur d'en parler en ce moment. On est le 23 janvier, c'est un peu la merde, mais bon, voilà. Donc, j'essaie juste de dire, le calcul de rentabilité, c'est tout un calcul. Il faut faire très attention à ça. Une fois qu'on a tout ça, ben, on va mettre en location, on va essayer d'en profiter. Si jamais on vend, il y a des paliers, c'est-à-dire si c'est la résidence principale, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. C'est l'une des dernières niches en France intéressantes en immobilier. Si on vend après 32 ans, je pense, même si c'est la résidence secondaire, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Si on vend après 12 ans, je ne me rappelle plus, ou bien 21 ans, il y a des paliers comme ça. On va payer une partie, mais pas l'autre partie. C'est-à-dire, au lieu de payer 32%, 34%, on va payer 17%. Il faut voir, il y a ça. Il y a aussi des cas très exceptionnels, genre si les cas où on ne paye pas de plus-value, mais ça, on peut le trouver sur Internet. Si c'est une résidence secondaire, qu'on va vendre, mais on va la vendre pour acheter sa résidence principale, sachant qu'on a été locataire sur un certain nombre. Il y a des conditions comme ça. Il faut chercher le détail, mais c'est juste pour dire qu'il y a des possibilités comme ça. Et il y a une super possibilité si on va partir expat, si on va partir à l'étranger, et qu'on vend la résidence, même si ce n'était pas la résidence principale, sous certaines conditions. Encore une fois, je préfère exprès que vous cherchiez le détail sur Internet parce que ça change tout le temps. Ça dépend, les gens ils vont voir la vidéo quand. Je vous donne juste l'astuce, la petite piste, et après à chacun d'aller creuser. En cas d'expatriation, il y a aussi une possibilité. Grosso modo, ce sont les seuls cas où la plus-value est remise en question. Sinon, payer 34%, broc aliko, avec le grand cœur, c'est comme ça que ça se passe. Donc, et bien sûr, la vente, c'est tout un process. Vous allez passer par la même case que le revendeur, c'est-à-dire soit vous vendez en offre, ce qui est idéal. Il ne faut pas être pressé, c'est le mot-clé. Il ne faut pas être dans la merde, c'est l'autre mot-clé. Sinon, vous passez par la case agence. Vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a des PAP, il y a des sites où vous pouvez le faire vous-même et donc vous gagnez la commission de l'agent. Et voilà, et donc il faut faire attention à la plus-value, etc., 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 avec un peu de défiscalisation. C'est là aussi on voit la puissance de passer par le système de holding de SCI, parce qu'avec la SCI, soit la transmission, la SCI, c'est comme si vous vendiez des actions dans la SCI. C'est pour ça qu'on recommande d'avoir une SCI par bien. Encore faut-il que ce soit justifié par le business derrière, plutôt qu'une SCI qui a plusieurs biens. Et donc, si c'est pour la transmission pour les héritiers ou bien la vente pour quelqu'un, c'est vendu comme des actions, donc c'est plus rapide, c'est plus simple. Si vous avez un holding en plus, donc la plus-value, ok, ça va monter au holding et vous pouvez l'investir ailleurs, c'est tout un système. Mais globalement, c'est comme ça. Donc, c'est le cas par cas. Ça, c'était un peu d'une manière générale use case. Et voilà. Merci. Merci M. De rien. Merci beaucoup. Et Très clair. Merci A. et bien, sur ce, je vous remercie pour cet échange très intéressant. Merci à On toi. rentrera dans les détails au besoin. Et ben, comme expliqué, la chaîne n'a pas pour vocation de former les gens. On ne fait pas du coaching, on ne fait pas de formation. C'est juste un échange d'expérience. Et pour le cas par cas, eh bien, il faut voir au cas par cas. Et Très voilà. bien. Dernier mot, Ben. Merci et bon courage. Merci. Bonne Ah, soirée. très Merci à bonne soirée. tous. Ouais. Ciao. Salut. Merci à tous. Salut.